Ma découverte du syndrome X fragile s'est passée après 10 ans d'errance de diagnostic. Mon mari et moi, infirmiers tous les deux, nous cherchions le pourquoi des troubles de comportement, des difficultés d'acquisition scolaire de nos garçons. Et après un circuit de 5 ans de psychanalyse lacanienne, nous avons vu le premier Téléthon en 1987. Et nous nous sommes posé la question, et si c'était d'origine génétique. Et il y a eu une prise de sang de fait, et l'annonce du diagnostic s'est faite 1 mois et demi après la prise de sang. Et c'était le syndrome X fragile. C'est d'abord une cause de déficience intellectuelle. Déficience intellectuelle, ça veut dire les grosses difficultés pour les apprentissages scolaires, comme la lecture, l'écriture, le calcul, le raisonnement, et qui évidemment mettent en difficulté ensuite pour avoir un certain degré d'autonomie dans la vie quotidienne. Et le deuxième point qui caractérise l'X fragile, indépendamment ou au-delà de la déficience intellectuelle, c'est cette difficulté que les personnes porteuses de l'X fragile ont à gérer leurs émotions. Le syndrome se manifeste chez les enfants X fragiles par des angoisses, on va dire des crises d'automutilation parfois. Ils n'arrivent pas à extérioriser leurs émotions et par voie de conséquence, eh bien, ils ont ces comportements de violence envers eux-mêmes. Fondamentalement, il y a bien une anomalie génétique héréditaire qui est transmise et qui est transmise par une mère conductrice qui parfois ne le sait pas à son fils ou à sa fille et qui peut donner au cours des générations une maladie qui dans les générations précédentes ne s'exprimait pas. Avoir le diagnostic ne fait pas tout, il faut également accompagner et faire de l'éducation précoce et adaptée pour que le jeune enfant puisse accéder à son autonomie le plus rapidement possible. La loi de 2005, c'est en fait l'intégration du handicap, des personnes porteuses de handicap dans la société. Donc en théorie, un enfant avec un diagnostic devrait pouvoir accéder à l'école. Simon a été scolarisé, on va dire, de manière traditionnelle en maternelle, avec beaucoup de difficultés parce que nous avons eu affaire à une enseignante, une institutrice qui était très craintive par rapport au fait d'avoir un enfant handicapé au sein de sa classe. Les directives actuelles, c'est d'inclure un maximum ces enfants-là, mais tous les enfants n'ont pas la possibilité d'être inclus, et puis concrètement, on manque de structure, quoi. Donc ça reste des classes à part, avec des inclusions qui restent difficiles, parce qu'il n'y a pas non plus une volonté, une formation adaptée des enseignants pour pouvoir accueillir ce type d'enfants. Le refus d'accepter les jeunes handicapés dans le circuit normal m'a surtout choqué dans les premières années à la maternelle où globalement j'estime que la différence n'est pas si énorme et qu'elle peut être facilement ou relativement facilement assumée par l'éducation nationale. Voilà, alors là vous avez devant vous Vincent, qui va avoir 17 ans, qui a développé donc la maladie d'X fragile, qui est actuellement inclus dans un ULIS, dans un collège. Il est en 3e, il a bien sûr des difficultés cognitives, mais physiquement il a des grandes capacités et il nous l'a prouvé puisqu'il est champion du Rhône de cyclo. On a réussi à valoriser Vincent à travers l'activité de cyclisme. Voilà, Vincent a beaucoup de copains dans l'enceinte du club, hein, et le fait de partager une même activité, ça crée aussi des liens. Il y a aussi une solidarité aussi qui s'instaure et le cyclisme, c'est pas le cyclisme pour la compétence physique, mais c'est aussi une école. Vincent est plus réceptif, plus discipliné, très valorisé, à tel point qu'il s'est tellement impliqué dans le cyclisme que son but, c'est d'être... Il dit à tout le monde qu'il veut être réparateur vélo. Il a d'ailleurs fait un stage de 3e chez un marchand de vélo. Il n'a qu'un objectif, c'est de trouver une profession qui lui permette de faire de la mécanique, de toucher au vélo. Une fois le diagnostic reçu, une fois le choc accepté, nous avons rapidement créé l'association du syndrome X fragile Le Goéland, étant donné qu'il n'y avait rien du tout en France et que nous avions besoin de rompre la solitude, de rompre notre isolement et de parler avec des professionnels qui connaissaient très bien le sujet. Nous voulons faire du soutien et de l'aide et du réconfort aux familles et participer à la recherche. Donc dans l'association du Goéland, depuis le mois de septembre en fait 2010, j'ai pris la présidence de l'association. Et Christine
Moi, j'ai pris la vice-présidence. Alors, un petit peu comme Céline, en tant que parent, j'ai voulu à un moment donné bénéficier d'une association. Mon grand objectif, c'était de voir que deviennent ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent à l'âge adolescent, qu'est-ce qu'ils deviennent à l'âge adulte. Et puis, l'association organisait par ailleurs des week-ends familiaux. Donc je me suis rendue à ces week-ends familiaux pour partager avec les parents et puis voir de visu que pouvaient devenir ces enfants à l'âge un petit peu plus avancé, le mien étant petit à cet âge-là. Donc j'ai fait un stage à l'écoute, j'ai fait de l'écoute pour l'association. Donc c'est des appels qu'on reçoit de parents qui ont un questionnement où on leur répond en tant que parents, exprimant aussi comment nous on vivait notre quotidien avec notre enfant. Et puis par la suite, je me suis petit à petit un petit peu plus investie. Je me suis retrouvée dans le bureau de l'association et à un moment donné, Viviane Violet m'a demandé de devenir vice-présidente. Notre souci, c'est que ce soit de plus en plus connu, de plus en plus diagnostiqué, aider aussi à la prise en charge quand on a des parents qui ne savent pas comment prendre leur enfant en charge, comment vivre avec dans le quotidien, avec toutes les petites astuces qu'on peut mettre en place pour essayer que ça se passe au mieux, pour essayer de faire évoluer au mieux cet enfant. Et puis, on a de la chance depuis 2-3 ans d'être partie prenante, on va dire, dans les essais thérapeutiques, avec tous les espoirs que ça nourrit, tout en modérant un petit peu les choses, parce qu'on est bien conscient que ça ne va pas changer profondément nos enfants et qu'il n'en reste pas moins que ces enfants-là, il faut les éduquer, il faut les prendre en charge. Après 15 ans d'aide de soutien aux familles, nous sommes sur le chemin du médicament et maintenant c'est l'heure de la recherche. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, on n'imaginait pas qu'on puisse avoir à tester aujourd'hui l'efficacité et la tolérance d'un nouveau médicament qui aille cibler le cœur du problème de l'X-fragile. De nombreux chercheurs dans le monde, en particulier aux États-Unis, le groupe d'un chercheur qui s'appelle M. Mark Baer, ont travaillé à comprendre la physiopathologie de la maladie. La physiopathologie, c'est-à-dire entre une personne qui a une déficience intellectuelle d'un côté, et puis ce que l'on connaît du gène malade de l'autre côté, il y a tout un gap, tout un espace très important, et cet espace de compréhension, de savoir, est en train d'être comblé progressivement. C'est la compréhension de la maladie chez la souris qui a permis de comprendre l'intimité de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui a l'X-fragile. Cette intimité, si on la résume, dans le cerveau d'une personne qui a l'X-fragile, au niveau de ses synapses, les synapses ce sont ces connexions entre les neurones qui permettent que quand il y a un événement, une stimulation, eh bien, il y a une forme d'apprentissage qui se passe dans l'intimité du cerveau au niveau des synapses et que cet apprentissage nécessite qu'il y ait une mémoire. Chez l'enfant qui a un syndrome de l'X-fragile, cette capacité de mémoire, d'apprentissage ne se fait pas bien. Elle ne se fait pas bien parce que les synapses sont, on pourrait dire, un peu grippées. Elles ne fonctionnent pas comme elles devraient et ça se traduit au niveau anatomique quand on regarde au microscope des neurones chez les souris par exemple qui ont le syndrome de l'X-fragile. On voit que ces neurones, ces petites connexions qu'il y a entre les neurones qu'on appelle les dendrites, eh bien ces dendrites elles sont de morphologie tout à fait particulière, comme des dendrites de souris nouveau-nés, très immatures. Et c'est une question de maturation de ces dendrites qui ne se fait pas bien. Et on voit d'ailleurs au microscope que ces dendrites, elles sont trop nombreuses. Les épines dendritiques sont trop nombreuses, elles sont trop longues, elles sont immatures. Et cette immaturité des dendrites, aujourd'hui, on en comprend les mécanismes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, en grande partie, quelles sont les substances chimiques dans le cerveau qui sont déréglées et qui font que ces dendrites ont une maturité anormale. Et ces neuromédiateurs, ces substances chimiques dans le cerveau, il y en a de nombreuses, mais il y en a 2 qui sont importantes dans l'X-fragile. Il y a le GABA et le glutamate. Le glutamate, c'est la substance chimique dans le cerveau qui a un rôle un peu excitateur. Et il faut de l'excitation du cerveau pour pouvoir apprendre. Le glutamate est cette substance chimique qui est la plus impliquée dans l'apprentissage. Mais comme tout apprentissage, ça nécessite un équilibre très fin entre des substances qui activent, qui excitent, et des substances qui inhibent, qui calment. La deuxième substance importante dans l'X-fragile, c'est le GABA, qui, elle, à l'inverse du glutamate, a un rôle d'inhibiteur.
elle a un rôle justement de calmer, de réguler. Et dans l'X fragile, le problème, c'est que la réponse du cerveau au glutamate, elle est en excès. Alors que la réponse au GABA, elle est déficitaire. Il n'y a pas assez de GABA, il y a trop de glutamate. Et tous les principes dans les traitements pharmacologiques de l'X fragile, c'est soit d'apporter des médicaments qui vont bloquer le glutamate, soit d'apporter des médicaments qui vont activer le GABA, pour équilibrer cette balance. Alors vous me direz, mais pourquoi il y a plus de glutamate et pas assez de GABA dans l'X fragile? Eh bien c'est lié au fait que la protéine qu'on fabrique normalement, qui s'appelle FMRP, c'est une protéine qui est fabriquée par le gène éphémérin, et ce gène éphémérin, il est bloqué dans le syndrome de l'X fragile. Dans le syndrome de l'X fragile, il y a un blocage d'expression du gène éphémérin qui fait qu'il n'y a pas de protéine FMRP, et la protéine FMRP, son rôle, c'est de diminuer l'excitation liée au glutamate. Donc on comprend bien que quand il n'y a pas de protéine FMRP, il y a une hyperexcitabilité liée au glutamate, et que, logiquement, le fait d'apporter un médicament qui va diminuer l'excitabilité du glutamate va rétablir en quelque sorte ce que ne fait plus la protéine FMRP parce qu'elle n'est pas là. Avoir le syndrome X fragile dans la famille fait exploser toute la structure familiale. Accompagner nos enfants prend toute notre énergie, tout notre temps et tout notre amour. Il faut savoir être persévérant. La gestion du temps, de l'espace, apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre l'hygiène, tout ça prend du temps et on ne compte plus en âge. On peut être désespéré en tant que parent parce qu'on ne sait pas si tout ce que l'on donne à nos enfants sera constructif. Et en fin de compte, quand ils arrivent à l'âge adulte, on s'aperçoit qu'ils deviennent tempérés, qu'ils deviennent des adultes joyeux, qu'ils deviennent des adultes conviviaux et altruistes. Dans l'association, j'ai rencontré de nombreuses familles, j'ai rencontré de nombreux enfants et de nombreux adultes. Ils sont comme ça, ils sont joyeux et heureux de vivre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maman, demain? Me disait mon deuxième garçon âgé de 5 ans. Il m'énervait profondément quand il disait ça parce qu'il n'arrivait pas à gérer le aujourd'hui. Il n'arrivait pas à gérer le demain, il n'arrivait pas à gérer le hier. Le fils aîné qui parlait moins le suivait et puis ne comprenait pas non plus la gestion de notre temps. Dans mon élan de mère de famille, j'ai pris un grand papier et puis je l'ai punaisé sur le mur blanc de ma cuisine. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Plusieurs années plus tard, les professionnels m'ont dit que j'avais fait de la gestion temporo-spatiale, que je faisais ce que des professionnels avaient appris. Mais moi, tout simplement, je faisais de la spontanéité. J'ai accroché le aujourd'hui. Le aujourd'hui, c'était le moment de mon anniversaire, alors on a mis la photo de maman. Et aujourd'hui, c'était le mois de décembre, alors on a accroché les moments qui sont impalpables, les souvenirs qui ne s'accrochent pas dans leur tête, on n'arrive pas à les toucher, à les concrétiser. Donc les papiers se sont succédés, les morceaux de gâteau ont taché le papier blanc. Les mois ont passé et mon papier était plein. Lorsque j'ai voulu l'enlever et le mettre à la poubelle, mes filles sont énormément angoissées, ils m'ont dit non maman, non. Et j'ai réalisé que c'était de l'ordre du souvenir. Donc j'ai pris une boîte en carton et j'ai mis cette feuille dans la boîte en carton et j'ai écrit dessus souvenir. Je m'étais dit qu'en écrivant globalement comme cela, ça marquerait leur intellect. Puis la deuxième feuille a succédé, les années se sont suivies, les semestres ont suivi, on est rentré dans les détails. Chaque photo de la famille au moment des réunions familiales se succédait. Les morceaux en plastique du gâteau de Pâques avec les jonquilles se collaient aussi dessus. Et j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'était le moment des mois, le moment des journées que l'on rayait progressivement. On a mis aussi une horloge pour apprendre que 24 heures faisait une journée et que la journée était séparée en deux. Couleur violette qui voulait dire la nuit, couleur jaune qui voulait dire le jour. Et mes filles ont pris 4 ans pour apprendre l'heure. Maintenant, je m'amuse moi-même à me tromper lorsque je lis ma montre et mon fils aîné me reprend en disant « Mais non maman, il est 17 heures ».